Bonjour. Alors, petite vidéo un peu décontracte. J'ai pas mis la veste. Je voulais juste parler un petit peu du Tai Chi en général, pour aller un peu plus loin dans les notions de yin et de yang. On fait du Tai Chi Chuan, on dit Tai Chi, mais en chinois c'est Tai Chi. Et le Tai Chi pour les Chinois, c'est ça. C'est un symbole, c'est le symbole du yin et du yang. Ce qu'on fait nous, euh, c'est le Tai Chi Chuan, c'est-à-dire Chuan veut dire boxe. Donc en gros, c'est la boxe du Tai Chi. Donc ça veut dire que dans l'absolu, on essaye d'aborder une gestuelle, une boxe qui respecte ce symbole du Tai Chi, c'est-à-dire cet équilibre entre le yin et le yang. Mais quand on parle de yin et de yang, ok, tout le monde est d'accord sur yang, c'est masculin, yin c'est féminin, yang c'est soleil, yin c'est lune. Yang c'est chaud, yin c'est froid, yang c'est qui monte, yin c'est ce qui est en bas. Ok, on a tous plus ou moins appris ça, mais finalement on peut faire un petit catalogue de qu'est-ce qui est yin, qu'est-ce qui est yang, pour essayer de se faire une idée de qu'est-ce que c'est le yin-yang. Mais j'ai le sentiment qu'il nous manque toujours quelque chose. Moi-même, c'est une quête que j'ai depuis le début. Donc comment ça se fait? D'où on peut partir pour que ce soit peut-être plus simple? Euh, Moi, ce qui m'a interpellé, c'est vraiment de comprendre en fait qu'est-ce que c'est que le yang pur. Le yang pur, qui est symbolisé par ça, cette barre, et le yin, qui est donc symbolisé par ça, tac, tac, les deux barres. Et donc yang, c'est un trait plein, et yin, c'est un trait avec un trou au milieu. Ça, c'est pour le yiking, hein, parce que peut-être qu'il y en a des gens, bien sûr, là, je lance ces deux symboles comme si tout le monde les connaissait, mais ce sont les symboles qu'on utilise dans le yiking, qui est un des livres fondateurs de la pensée chinoise. Avec ces yang et yin, on fait des trigrammes, puis des hexagrammes. Et bon, je vais pas partir là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose de basique dans la pensée chinoise, yin et yang, représentés comme ça. Ce trait plein, fondamentalement, hein, en fait, il représente l'unité. Parce que pour les orientaux, tout part de l'unité. L'état de Bouddha, c'est l'unité. Euh, le Tao engendre le Wuji pour les Chinois. Et le Wuji, c'est l'unité. Le Wuji, c'est ce qui est avant le Taiji. Avant le Taiji, il y avait le Wuji. Avant le Wuji, il y avait le Tao. Mais le Tao, c'est même pas la peine d'essayer de trouver un symbole. En fait, c'est l'inconnaissable, au-delà de tout concept. C'est même pas la peine de chercher ce que c'est même pas la peine de chercher à le nommer. C'est inconnaissable. Mais les chrétiens et les musulmans disaient la même chose à la base. Dieu ne peut pas être nommé, Dieu est inconnaissable. Tout le monde est d'accord finalement là-dessus. Enfin, tout le monde était d'accord. Donc, ne parlons pas de Dieu, ne parlons pas du Tao, parlons du Wuji. Le Wuji, c'est l'unité, et du coup, c'est le Yang pur, c'est cette ligne, qui en fait symbolise, là forcément pour le schéma, elle s'arrête, mais en fait, on imagine une ligne, hop, qui n'a ni début ni fin, c'est une continuité en fait. Cette continuité, c'est l'état d'unité, l'état de Bouddha, où tout est inclus, où en fait on ne fait qu'un, parce qu'en fait on est au-delà, dans cet état, on est au-delà de la forme. C'est le sans forme. On dirait aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui, c'est le champ quantique. Un état unifié, en fait, où tout est probabilité. Les Chinois disaient tout est potentiel, mais probabilité potentielle, finalement, c'est pareil. Donc, tout est probabilité, tout est potentiel, donc tout est non manifesté, mais dans la potentialité est immense. Et de cette unité, on va, cette unité, on va la
cassé en deux. Et là, ça y est, on a du yin. On a le 2. C'est-à-dire on a brisé l'unité. Et là, ce 2, en fait, ce yin là, en fait, quelque part, il est symbolisé par le fameux yin-yang. C'est c'est le symbole de la dualité, du commencement, en fait, de la manifestation. Et avant la manifestation physique, il y a la manifestation énergétique, c'est-à-dire que l'énergie, c'est c'est la tension qu'il y a entre deux opposés. Vous savez, dans une pile, on a une borne plus, une borne moins, et la tension qu'il y a entre le plus et le moins, ça nous donne le voltage, opposition entre deux contraires, qui crée une tension, qui crée de l'énergie. Donc le début de l'énergie, le début du chi quelque part, c'est le taiji. C'est ce 2. Dans le 1, c'est une paix. C'est Tout est là. D'accord. Donc en fait, on part de là. On part de là. Euh, le 2, c'est pas un plus un, parce qu'en fait, un, cet état d'unité, on est bien d'accord qu'en fait, il est primordial et du coup, on peut rien lui additionner. Tout est là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout est là? Rien du tout. Donc un, en fait, c'est total. Vous voyez? Ça, déjà, ça. Parce que nous, on a toujours, on se dit toujours un plus un plus un plus un plus un. Donc 2, c'est pas un plus un, c'est un divisé en 2. Vous voyez? On part de la totalité et en fait, on coupe. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Et en fait, quand on coupe un, on a 2. Ensuite, quand on coupe 2, on a 4. C'est des puissances de 2, quoi. Un peu comme l'informatique. Plus on coupe l'unité, plus on va vers la complexité. Et plus on va vers la matière. Le travail, entre guillemets, d'évolution, c'est d'aller de la matière vers l'esprit. C'est le travail alchimique, en fait. Transformer, transmuter la matière en lumière. Alors on dit le plomb en or, mais c'est juste l'or, en fait, c'est la lumière. Le mouvement qui va de la matière vers la lumière, ou de la complexité de toutes ces divisions vers l'unité, c'est un travail qu'on pourrait qualifier de spirituel. Et à l'inverse, du coup, ce qu'on pourrait appeler l'involution, bien qu'il y ait rien, devrait rien avoir de péjoratif dans ce mot-là, c'est l'acte en fait de création de l'unité vers la complexité, cette espèce de descente entre guillemets. Donc, on a un axe où tout en haut on aurait l'esprit et tout en bas la matière. Et donc plus on se rapproche de cette unité, de cet état d'unité, plus en fait on va vers l'esprit et plus on va dans la complexité, dans la densité, plus on va dans la matière. Les Chinois appellent ça les 10 000 êtres, les 10 000 choses, pour dire que c'est l'immensité de la création en fait. Euh, et donc, dans cet axe esprit, donc on va dire en chinois on dit Shen, Qi et Jing, Jing étant l'essence matérielle, Qi l'énergie, Shen l'esprit, c'est sur un même axe en fait, que là maintenant on peut comprendre de l'unité vers les divisions de plus en plus grandes de yin et yang, nombreuses on va dire. Et pour les Chinois, tout est chi. Mais quelque part, quand on est vraiment dans l'unité, euh, quelque part on est même au-delà du chi, puisque le chi, en fait, quelque part, il démarre avec ce fameux symbole du yin-yang, avec ces opposés.
puisque le chi, en fait, c'est l'énergie qui est créée par la tension entre deux opposés. À partir du moment où il y a création, dans les premiers instants de création, le premier moment où il y a dualité, déjà, hop, il y a énergie, parce qu'il y a tension entre deux contraires. Euh, et ensuite, c'est infini. Mais donc, du coup, tout est chi, parce que tout est dualité, quoi. En tout cas, pour nous, puisque je pense que on est très peu à avoir goûté à l'état de Bouddha. Et donc, du coup, c'est une quête. C'est la fameuse inaccessible étoile, la quête qu'on cherche. Peut-être le paradis perdu, je sais pas. En tout cas, une part de nous, en fait, est toujours dans cette quête d'unité, consciente ou inconsciente. Et c'est un petit peu la source de tous nos désirs. Euh, et donc j'en viens à la symbolique du serpent et de l'oiseau. Puisque, pour la petite histoire, le tai chi, il y a une légende, une fable un petit peu comme ça qui est racontée, qui dit que c'est quelqu'un qui aurait observé le combat entre un serpent et un oiseau et ça lui aurait inspiré les mouvements du Tai Chi Chuan. C'est joli. Donc on imagine comme ça, si on prend la fable d'un premier niveau de lecture, on imagine le serpent, non l'oiseau par contre, avec son bec, qui se tient debout et qui essaye de piquer le serpent. Et le serpent qui ondule et qui évite tous les coups de bec et qui essaye d'attraper l'oiseau, mais l'oiseau qui s'envole tout le temps et qui est inaccessible pour le serpent. Et en même temps, l'oiseau avec ses coups de bec n'arrive pas non plus à avoir le serpent qui est beaucoup trop fluide et qui s'enroule et qui s'esquive. Et donc on a, dans cette histoire du serpent et de l'oiseau, on a l'alliance entre la ligne droite, le coup de bec de l'oiseau, ou alors on peut imaginer un oiseau qui plonge comme ça, qui pique, qui fait un piqué pour atteindre sa proie. Donc cette fameuse ligne droite. Et le serpent, lui, symbolise la courbe, symbolise du coup l'ondulation. Donc là, on a vraiment l'alliance du cercle et de la ligne droite, en fait, hein, déjà symboliquement avec ce serpent et cet oiseau. On a aussi forcément l'oiseau qui symbolise le ciel et le serpent qui symbolise la terre. Le serpent qui rampe, qui est tout en contact, tout en adhérence. Donc on a déjà, rien qu'avec ça, on a déjà tout ce qu'on cherche à faire dans le tai chi, à réunir ces deux qualités qui semblent opposées, mais qui sont totalement, qui sont complémentaires. Donc déjà il y a ça, et il y a aussi finalement dans cette symbolique du serpent et de l'oiseau, le désir et la répulsion. Euh, Parce que donc l'oiseau, symbole du désir, de l'élévation, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, ce fameux désir de l'unité perdue, d'aller vers le haut, d'aller vers l'esprit, de s'envoler. Et le serpent, la répulsion euh, et l'instinct de survie, l'attachement à la forme et d'être collé à la terre. Euh, voilà, tout ça c'est aussi dans cette histoire du serpent et de l'oiseau, et du coup ça fait écho à quelque chose qu'on a dans le bouddhisme qui est la roue des existences, la route de l'existence. Et en fait, quand on regarde cette roue de l'existence, qui en fait est le symbole pour les bouddhistes, où la réincarnation est au cœur de la spiritualité, on considère qu'on a une part de nous qui s'incarne maintes et maintes fois, et il y a un retour justement à l'unité et une redescente dans l'expérience, dans la dualité et dans la densité de la matière. Et puis à la mort, hop, on retourne à l'unité et on redescend vivre ce qu'on s'est plus ou moins destiné à vivre avec la notion de karma, tout ça, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au centre de cette roue? Il y a trois animaux. Il y a le serpent, l'oiseau et le cochon. Intéressant, on retrouve le serpent et l'oiseau. Et ce que nous disent les bouddhistes,
c'est que le serpent, donc, c'est la répulsion, l'oiseau, c'est le désir, et le cochon, c'est l'ignorance. Et dans ce symbole-là, on ne va pas réduire ces animaux à ça, mais dans la roue de l'existence, c'est comme ça qu'ils sont présentés. Euh, L'ignorance, en fait, c'est que c'est un état de fait. En fait, à la naissance, l'être humain est complètement ignorant. D'ailleurs, on a tout à apprendre à la naissance. Si on a déjà eu plusieurs vies avant, on les a généralement toutes oubliées. Et donc, du coup, cette ignorance, c'est vraiment une caractéristique de base. Et c'est ce qui fait tourner la roue. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, on revient, on recommence, on meurt, et puis on revient parce qu'on n'a pas tout compris. Et donc, on est constamment ignorant. C'est ce fameux cochon qui est au milieu. Et en même temps, qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui fait tourner la roue? C'est le désir et la répulsion. Euh, et donc, en fait, le tai chi, ça nous parle de ça aussi. Parce qu'en fait, ce désir et cette répulsion, en fait, ça nous parle de notre instinct de fuir ou combattre. C'est-à-dire, soit ma réponse à un stimuli donné, c'est je fonce dans le tas, je pars au conflit, ou ça peut être ah oh non, je veux surtout pas de ça, oh là non, ben moi pas ça du tout. Alors du coup, on essaye de s'esquiver, de fuir, de d'éviter. Euh, et puis le désir ou la répulsion, c'est ce qui nous amène aussi au jugement. Et donc, dans le tai chi, en fait, un des aspects les plus fondamentaux du tai chi, c'est d'essayer d'éliminer ça en soi. C'est pour ça qu'on dit que le travail, l'ennemi c'est soi-même. En fait, c'est simplement reconnaître en soi tout ce qui nous agite, tout ce qui nous provoque une attitude soit combative, soit de fuite, et d'essayer en fait d'être ni dans l'un ni dans l'autre pour avoir un véritable choix qui ne serait pas un choix conditionné par des réflexes inconscients ou des attitudes compulsives et réactives. L'idée c'est que réagir, c'est pas agir. Et qu'à chaque fois qu'on va être en réaction, en fait, finalement, on n'est pas vraiment libre, on n'est pas vraiment maître de son état. On réagit un peu comme un robot. Un peu comme quand on a une forte personnalité et que c'est transparent pour tout le monde et que du coup, chacun peut s'amuser à nous faire réagir parce qu'il sait très bien que s'il nous dit ça, au fait, tiens, tout le monde va réagir. Quoi? Comment ça? Pourquoi tu me dis ça? Et tout le monde s'amuse à faire ça avec tout le monde. Parce que on voit bien à quel point on est un peu des automates et qu'en fonction des sujets qu'on aborde, on a plein de, de réflexes, de réactions et de, de lignes de programme, un peu comme si on était programmé et que du coup, on pouvait être déclenché facilement comme ça, dans notre personnalité. Et donc du coup, c'est un petit peu... l'idée, c'est un petit peu de travailler sur soi pour éliminer déjà tout ce feu en fait qui nous agite en permanence, parce qu'on est sans cesse en train de réagir au monde extérieur. Aujourd'hui, certains scientifiques s'accordent à dire que le stress, c'est une réponse du système nerveux central quand le monde extérieur nous apparaît comme étant nocif ou dangereux. Un petit peu à l'image d'un zèbre qui se ferait courser par un lion. La nature l'a doté d'un système nerveux et d'un instinct de survie qui le pousse à courir le plus vite possible pour éviter la mort. Mais ce qu'il y a de pratique pour le zèbre, c'est que même s'il s'est fait courser par un lion, si par chance il arrive à courir plus vite que lui et à s'échapper, une demi-heure, une heure plus tard, ben finalement il se sera apaisé, puis il va recommencer à brouter la savane tranquillement, avec un état qui sera redevenu, entre guillemets, normal. Il aura oublié, quoi. Enfin, du moins, il sera passé à autre chose. Ce que nous, les êtres humains, on a beaucoup de mal à faire. Même si le lion ne nous a pas couru après, rien que le fait d'y penser, on se met dans le même état que le zèbre et on a bien du mal à en sortir. C'est-à-dire que nous, il nous faut pas une demi-heure. Des fois, on est constamment dans cet état de stress, comme si on était dans un danger, comme si on était en survie. Et malheureusement, la plupart d'entre nous,
On a tendance à vivre avec, dans cet état de stress. Et donc, du coup, dans le désir et la répulsion constamment. Voilà. Et donc, c'est de ça dont on s'occupe aussi dans le tai chi. Et quand on arrive à s'occuper de ça sur le point de vue physique, c'est-à-dire qu'on arrive à accepter la caresse comme la poussée, comme la frappe ou comme le coup de poing, et qu'on accueille tout ça de la même manière, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de calme, et qu'on essaye de s'adapter, de répartir la force dans toutes les directions pour éviter d'avoir une réaction conditionnée à opposer à quelconque stimuli extérieur. Si on arrive un petit peu à apaiser cette réponse physique, on arrivera aussi à l'apaiser émotionnellement, euh, sur le plan émotionnel et sur le plan mental aussi, on arrivera peut-être un petit peu des fois à lâcher plus facilement cette envie d'avoir raison et cette envie d'opposer les points de vue comme si ce qu'on pensait était plus important que ce que pensent les autres. Et, euh, et voilà, le tai chi c'est tout ça. Donc je répète, le cercle, la ligne droite, l'équilibre entre le feu et l'eau, donc le ciel et la terre, ce qui monte, ce qui descend, euh, ce qui est en expansion et ce qui est en contraction, le désir et la répulsion, apaiser le système nerveux central pour ne pas sans cesse réagir à, à tous les événements, mais vraiment se déprogrammer petit à petit, déprogrammer nos réflexes, qui sont des réflexes animaux de fuite ou de combat, et pour atteindre un véritable espace de liberté où on aurait le choix d'agir comme on veut et pas simplement de réagir avec le feu et l'urgence d'un système nerveux stressé et extrêmement réactif. Et donc du coup on devient un peu circonspect, on devient calme, dans le meilleur des cas, on devient joyeux. Et ce calme mental, c'est ça qui nous permet d'accéder aux dimensions supérieures, et notamment le chi et ensuite le shen. Pourquoi pas? Voilà, tout ça pour poser un petit peu les bases du yin et du yang d'un point de vue très fondamental. Comme ça, après, tout le reste en découle. Euh, tous les petits tableaux qu'on connaît sur le yin, le yang, chaud, froid, masculin, féminin, tout ça, expansion, compression, ça découle en fait de tout ça. Bonne méditation là-dessus, et puis à bientôt.